donc sur le thème de la communication digitale au service de l'optimisation hydraulique. Bienvenue à tous. Ce webinaire va donc vous être présenté par Éric Bernadou, qui est responsable projet chez IMI Hydronique, accompagné de Jean Olivéo, responsable technique chez IMI, et enfin, moi-même, Antoine Jauvert, responsable du support technique. Quelques questions pratiques avant de commencer. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de nous regarder, vous connaissez déjà ces petites conditions. En tout cas, pour ceux qui nous découvrent, nos nouveaux participants, nous maintenons vos micros inactifs pendant la présentation afin qu'on puisse présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez toutefois des commentaires ou des questions, peu importe lesquelles, merci de les taper dans la fenêtre « Questions » qui apparaît à la droite de votre écran. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de présentation, lors d'une session d'environ 15 minutes. Vous serez également, pendant toute la présentation, invité à participer à des sondages. Vous pouvez basculer pour bien visualiser le sondage du mode plein écran au mode fenêtre pour pouvoir y répondre. Et ensuite, vous pourrez basculer entre ces deux modes pendant la présentation à l'aide du bouton qui s'affiche à votre écran. Donc, voilà, donc le premier semestre 2021, on vous présentera 3 webinaires qui traitent donc des solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Donc, le premier, c'est le sujet du jour, la communication digitale au service de l'optimisation hydraulique. Le deuxième aura lieu le 20 mai. Il concernera les points clés de l'expansion de l'air et des boues dans les circuits de chauffage et de refroidissement. Enfin, le 24 juin, on aura un 3e webinaire sur le sujet du dimensionnement du système d'expansion selon la norme EN 12828. Et puis, dans un deuxième temps, au deuxième semestre 2021, nous vous présenterons une nouvelle série de webinaires, de 3 webinaires. Donc, vous en saurez plus au deuxième semestre. Alors, pour rappel, ou pour ceux qui l'ignorent, IMI, donc groupe IMI, c'est une présence internationale avec 3 divisions, donc présentes dans plus de 50 pays dans le monde. C'est IMI Précision d'une part, qui sur le secteur des microvannes de précision pour l'industrie automobile. Donc, vous voyez avec les différentes parts d'activité de ces secteurs dans le groupe. Puis IMI Critical dans la régulation des fluides en process industriel. Et enfin, c'est nous, IMI Hydronic Engineering, concernant les solutions hydrauliques pour les systèmes de CVC. Donc, que ce soit sur des bâtiments résidentiels, commerciaux, dans le neuf ou dans la rénovation. Pour information, on a une présence assez forte en Europe avec des centres de R&D, recherche et développement, en Slovénie, en Belgique, en Suède, des usines également donc, en Allemagne, en Suisse et en Pologne. Donc, tous nos produits sont, en tout cas, 90% de nos produits sont fabriqués en Europe. Un petit focus sur IMI Hydronique. Donc, on vous propose des produits, services et supports sur différentes gammes. La première gamme, c'est IMI Pneumatex pour le maintien de pression et la qualité d'eau. IMI TA pour l'équilibrage et la régulation. Et enfin, concernant la régulation thermostatique, IMI AMR. Donc, avec ces différentes gammes de produits, on peut vous accompagner à toutes les étapes de votre projet CVC, que ce soit pour le chauffage ou du refroidissement. Au sommaire du jour, on vous parlera des nouvelles technologies de vannes de régulation et d'équilibrage avec des réglages de débit digital ou débitmètre ultrasons. Et puis, dans un deuxième temps, on vous parlera des maintiens de pression et on vous expliquera comment le digital permet de mettre la communication au service des maintiens de pression. Et enfin, on répondra à vos questions. Alors, le sujet du jour, c'est donc le digital, les avantages de la communication digitale. Et aujourd'hui, on est amené en fait à utiliser de plus en plus d'objets connectés dans le monde de la construction. Et pourquoi? Quel est l'intérêt de ces objets? Eh bien, c'est simple, ils nous permettent de collecter, d'analyser et de communiquer des informations sur notre installation, des informations qu'on ne peut pas visualiser normalement, qu'il est difficile d'obtenir. Eh bien, ces objets vont nous faciliter l'accès à ces informations et à leur analyse. À toutes les étapes, donc dans un premier temps,
au design de l'installation pour valider ce design avec l'ensemble des acteurs de façon cohérente, puis à l'installation, à l'exécution pour vérifier la cohérence donc, de l'installation avec le design initial qui avait été validé. Ensuite, à la mise en service pour faciliter, simplifier et maîtriser la mise en œuvre de tous vos équipements. Pendant le fonctionnement du bâtiment et pendant la rénovation, pour cibler les points clés, les problèmes et les différentes phases de rénovation à prioriser. Et donc enfin, les objets connectés finalement vont nous permettre de gagner du temps et puis de maîtriser, de suivre, de maîtriser nos consommations et de nous permettre d'accéder à un confort, un bon confort avec une maîtrise de l'efficacité énergétique autour de ce confort. Alors, on va vous faire un petit quiz, enfin un petit sondage pour savoir, pour connaître votre expérience un petit peu sur le digital et notamment les bus de communication. Donc voilà, il apparaît à votre écran. Quel bus de communication utilisez-vous sur vos installations? Modbus, BACnet, KNX ou aucun? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Parfait, merci pour toutes vos réponses. Voilà. Donc, les résultats, eh ben, on remarque donc une part importante de Modbus dans l'utilisation des bus et puis du BACnet également. Donc, je vois que vous avez quand même relativement, l'audience a pas mal d'expérience sur le bus de communication. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on pourra en parler, on pourra le découvrir ensemble et voir. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter ensuite par la suite pour voir quels matériels peuvent être applicables sur les bus de communication et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Eric Bernadou qui va nous détailler les différentes solutions existantes sur la boucle hydraulique et sur les objets connectés. Très bien, je partage donc mon écran. Vous me dites quand vous le voyez. Si c'est bon. Oui. Antoine, tu me dis? Oui, on voit ton écran. Par contre, tu peux mettre en Très plein bien. écran? Bon, bonjour Ouais. à tous. Oui, là c'est le cas. Donc maintenant ça va C'est être bon, le cas. merci Eric. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Donc bonjour à tous. On rentre dans le vif du sujet, effectivement, les évolutions, et on va commencer par les vannes de régulation. Donc vannes de régulation, ça veut dire vannes équipées d'un moteur qui vont assurer la régulation de température, régulation sur une centrale de traitement d'air, sur un échangeur. Il y a eu de très fortes évolutions de ces produits-là dans ces quelques dernières années, voire quelques derniers mois. Et ces évolutions dont on va parler ici, je vais vous montrer quelques exemples. On ne va pas toutes les passer en revue, ça serait rébarbatif, mais je voudrais vous montrer quelques exemples qui nous montrent finalement le champ des nouvelles possibilités du fait de cette communication digitale. Et ensuite, Jean nous parlera des maintiens de pression, et on sait combien c'est important sur l'installation, et de nouveau, ces nouvelles fonctionnalités de communication au niveau des maintiens de pression. Alors, les vannes de régulation, eh bien, quand on prend une vanne de régulation, ici une boucle de régulation, on a affaire, alors j'ai pris le cas d'une vanne 2 voies de régulation, et la tendance, c'est d'utiliser de plus en plus des vannes 2 voies de régulation, de travailler à débit variable et de travailler en modulant. Et le débit variable et le modulant amènent de la performance énergétique que l'on n'aurait pas en débit constant et en tout ou rien. Donc ça, c'est une évolution de nos installations. Ici, on a en fait deux contraintes qu'il faut, avant de parler de la communication digitale, il faut évidemment parler du fonctionnement de base des installations. Et on a deux contraintes à gérer au niveau de la régulation, ici par vanne de voie sur un échangeur. La première contrainte, c'est qu'un échangeur n'a pas une caractéristique linéaire. En fait, quand on regarde la caractéristique de l'échangeur en fonction du débit qu'on passe dedans pour une certaine température, voilà, c'est le graphe qui est ici en bas à gauche. En fonction du débit que j'envoie dedans, j'obtiens une certaine puissance. Je vois ici que pour 20% de débit, j'obtiens 50% de puissance. Donc, dès que je commence à ouvrir ma vanne de régulation, j'obtiens déjà beaucoup de puissance. Et il faut garder en mémoire que 50% de puissance sur une installation, c'est déjà la majorité du temps de fonctionnement.
près de 80% du temps de fonctionnement d'une installation en chaud ou en froid, on travaille à 50% de puissance, voire en dessous. Donc, dès le début, on va avoir à piloter cette puissance et bien la piloter. Ensuite, je vois que si j'ouvre ma vanne ici à 50%, eh bien, j'ai déjà 80% de la puissance. Donc, pour le régulateur, c'est difficile à gérer cette partie-là de la régulation. Quand j'ouvre un peu la vanne, j'ai toute la puissance. Pour l'aider, en fait, on va associer à cet échangeur une vanne de régulation qui a une caractéristique exactement opposée. Une vanne dite égale pourcentage. Vous voyez, c'est la courbe que vous avez ici. Et cette vanne-là, quand je l'ouvre à 50%, eh bien, j'obtiens en fait 20% de débit. Oui, mais 20% de débit, on a dit que c'était 50% de puissance. Donc, j'ai ouvert ma vanne à 50%, j'obtiens 50% de puissance, j'ai en fait linéarisé mon système. Et voilà pourquoi on va sélectionner une vanne égale pourcentage. Donc, dans les catalogues des fabricants ou sur les cahiers des charges, vous devez spécifier vanne égale pourcentage quand vous voulez faire de la régulation dite modulante, donc la régulation qui est performante. Donc, on va prendre une vanne égale pourcentage pour faire ça et non pas une vanne linéaire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point que l'on a à gérer, c'est que cette caractéristique, cette belle caractéristique, elle est dépendante de la pression que reçoit la vanne et de ce qu'on appelle son autorité. Et on va devoir gérer les variations de pression différentielles quand les vannes vont s'ouvrir ou se fermer. Alors la vanne de cet échangeur ici, quand elle se ferme, j'ai plus de débit dans la tuyauterie, j'ai plus de débit dans l'échangeur, j'ai plus de débit ici dans la vanne d'équilibrage. Ça veut dire que j'ai plus de perte de charge et la vanne reçoit toute la pression primaire ici du réseau. Et si les autres vannes de l'installation se ferment, eh bien on va avoir également une variation de pression. Donc on va devoir gérer ça. On le sait, hein, les gens qui sont spécialisés en régulation le savent, ils vont devoir gérer ce qu'on appelle l'autorité des vannes de régulation, c'est-à-dire ces variations de pression que reçoivent les vannes. Alors, pour faire ça, eh bien, les vannes de régulation, je le disais auparavant, elles ont fortement évolué ces dernières années. Vanne de régulation, eh bien, on va dire c'est un moteur et un corps de vanne. Les moteurs, on a des moteurs thermiques pour les petites vannes, généralement pour les ventiloconvecteurs, on va travailler en modulant ou tout en moteur thermique ou du moteur électrique. Et la tendance, c'est d'utiliser de plus en plus du moteur modulant, comme je le disais auparavant, pour pouvoir contrôler la vanne en modulant. Ensuite, la vanne par elle-même, elle est caractérisée par, si vous ne connaissez pas complètement les vannes de régulation, en fait, vous devez vous rappeler de deux paramètres essentiels qui sont la caractéristique dont j'ai parlé auparavant, du clapet siège qui est soit linéaire, soit égal pourcentage, modulant, on va prendre une caractéristique égale pourcentage. Et le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle la rangeabilité de la vanne. C'est une caractéristique que nous donne le fabricant et qui nous dit finalement quelle est la capacité de la vanne à contrôler les petits débits. Et on a vu, c'est le point important pour une vanne de régulation, savoir contrôler les petits débits. Et donc, le fabricant vous indiquait une rangeabilité. Pour les vannes de gros diamètre, on va travailler avec des rangeabilités qui sont 100 et au-dessus de 100. Pour les plus petites, on va être au-dessus, au minimum, on va être au-dessus de 50, voire de 75 pour avoir des bonnes rangeabilités. Il faudra essayer d'avoir la meilleure rangeabilité possible. Donc ça, c'est la caractéristique de la vanne. Ensuite, ces vannes-là, eh bien, il y a eu des évolutions par rapport à des vannes standards de régulation. On les équipe de prise de pression. Alors, pour pouvoir mesurer la pression différentielle, mais surtout pour pouvoir mesurer réellement le débit qui passe dans la vanne. Et donc, ça, c'est un point important de savoir mesurer en permanence débit, pression, température pour pouvoir faire un diagnostic hydraulique correct de l'installation. Et puis, ces vannes, elles ont évolué également avec l'intégration de régulateurs de pression différentielle. C'est ce qu'on appelle les vannes à pression indépendante, où là, on va justement gérer les variations de pression sur la vanne. Les moteurs, et là je vais y venir juste après, ont eu de très grosses évolutions. Et là, on commence à parler de la communication digitale, très grosses évolutions au niveau des moteurs pour faire des fonctionnalités qu'on n'avait pas il y a serait-ce que quelques mois en arrière. Et dernièrement, des évolutions encore avec l'intégration de sondes de température dans la vanne, et puis même rajouter un débitmètre ultrason, c'est-à-dire la capacité de mesurer en permanence le débit de façon précise, les températures. Eh bien, vous l'avez compris, si je mesure précisément le débit, si je mesure précisément les températures et le delta T, ça veut dire que j'ai une mesure de puissance. Et donc maintenant, la vanne devient également un compteur d'énergie. On va pouvoir mesurer l'énergie consommée sur chacune des vannes. Donc ça, c'est des évolutions que l'on a vues ces derniers mois. Alors, dans ces technologies, finalement, on va rencontrer ces trois technologies sur les installations. Ça ne veut pas dire que on va utiliser systématiquement les dernières vannes, les dernières évolutions sur tous les projets. Non, ça veut dire qu'en fonction des projets, de la situation, on va utiliser
l'une ou l'autre des technologies. Ici en haut, vous avez ce qu'on appelle un module indépendant de la pression, où on a des vannes, on va dire, de régulation sur les échangeurs, et on va mettre sur les branches des régulateurs de pression différentielle qui vont finalement rendre ces vannes-là indépendantes de la pression. Donc, on a réalisé ce qu'on appelle un module indépendant de la pression. Et il y a beaucoup d'installations qui se font sur ce principe-là, et c'est une très bonne approche de régulation en fait, des installations. Ensuite, on a les vannes à pression indépendante, où là, le régulateur est intégré dans la vanne elle-même. Et ici, on va pouvoir utiliser des nouvelles fonctionnalités donc de cette communication digitale que je vais décrire juste après. Et puis enfin, ces vannes avec débitmètre ultrasons qui vont nous offrir d'autres fonctionnalités de mesure d'énergie, comme je l'ai dit auparavant, avec également de la communication digitale. Alors, ici, quand je prends une vanne à pression indépendante, eh bien, j'ai un régulateur de pression différentielle qui assure de maintenir constante la différence de pression qui est appliquée sur la vanne de régulation. Ici, vous avez la vanne de régulation, le régulateur de pression différentielle, et lui, son travail, son boulot, c'est d'assurer une delta P constante sur la vanne et donc d'assurer une bonne autorité de la vanne de régulation. En fait, si j'assure une delta P constante, eh bien finalement, le débit qui circule dans la vanne dépend de quoi? Il dépend en fait du KV de la vanne. Vous connaissez éventuellement cette formule ici hydraulique qui s'applique à toutes les vannes de régulation d'une installation. Le débit est égal au KV que multiplie la racine carrée de la pression différentielle qu'elle reçoit, qui est appliquée sur la vanne. Donc vous avez une relation entre le débit, le KV et la pression différentielle. Si je maintiens constante la pression différentielle, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, le débit ne dépend plus qu'une chose, il dépend du KV. Et le KV dépend en fait de la position d'ouverture du clapet de la vanne. Il dépend de son ouverture, de sa position. Donc ça, cette information, eh bien on la connaît et on va la connaître notamment à travers le moteur. Et tiens, ici, on commence à toucher le premier élément d'évolution de ces communications digitales, puisque je vais pouvoir finalement régler mon débit de la vanne en utilisant un smartphone qui communique ici, que je connecte sur le moteur. Et le moteur, directement, je vais venir lui indiquer le débit que je souhaite avoir dans la vanne. Je vais faire un réglage de débit à travers le réglage du moteur de la vanne. Donc ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas auparavant. Finalement, le réglage que l'on faisait avec le TH-Scope, l'appareil de mesure, pour ceux qui connaissent, où on se branche sur la vanne, on règle le débit. Ici, on va le faire, ce réglage, à travers le moteur de la vanne lui-même, le TH-Slider, qui est le moteur de la vanne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du TH-Scope pour faire du diagnostic de la mesure hydraulique du débit qui va passer dans les tuyaux et faire du diagnostic, mais pour le réglage, on pourra le faire à travers le moteur. Alors ça, c'est une première évolution, mais ça ouvre les possibilités puisque, par exemple, vous allez pouvoir maintenant régler deux débits sur une même vanne. Vous pourrez très bien régler un débit chaud et un débit froid, ou un petit débit, grand débit, ou petite puissance, grande puissance. C'est quelque chose qu'on ne savait pas faire auparavant. Comment faire pour avoir deux débits sur une même vanne de réglage? Et en fait, on ne savait pas le faire, donc généralement, on réglait le plus gros débit, le débit froid, et puis plus ou moins, on disait, oui, bon, ça va se débrouiller quand on va être en mode chaud. Ici, vous avez la possibilité sur chacune des vannes de régler un débit chaud, un débit froid. Et là, vous paramétrez de nouveau avec votre smartphone et vous décidez quel est votre débit chaud, quel est votre débit froid. Et ensuite, le passage de l'un à l'autre, vous avez diverses possibilités pour le faire. En fait, ça va se faire par ce qu'on appelle un contact sec, c'est-à-dire que le moteur, vous avez un câblage dessus et vous avez un contact sec. Un contact sec, c'est un interrupteur, tout simplement. Eh bien, s'il est ouvert, par exemple, vous allez programmer votre moteur pour dire si ce contact est ouvert, ça correspondra au débit froid. Et automatiquement, le moteur viendra régler sa vanne sur le débit froid. Et puis, si le contact se ferme, à ce moment-là, on viendra régler le débit chaud. Vous pouvez, c'est programmable, hein, donc vous pouvez choisir l'inverse. Quand le contact est ouvert, vous avez le débit chaud et puis inversement. Et ce contact, vous avez plusieurs possibilités pour le piloter. Soit vous le pilotez par une sortie contact sec de votre régulateur, soit c'est un simple interrupteur, ça veut dire sur votre installation, ou alors, comme on l'a vu sur certaines installations, eh bien, il est installé des thermostats d'inversion de sens d'action qui sont en contact avec la tuyauterie. Et par exemple, si la température de la tuyauterie est inférieure à 15 degrés, eh bien, on considère qu'on est dans le mode fonctionnement froid. À ce moment-là, le contact s'ouvre et je me règle sur le débit froid. Ou inversement,
quand la température du tuyau augmente et si je dépasse 20 degrés, je suis en mode chaud, eh bien je vais fermer le contact et mon débit automatiquement est réglé sur le mode chaud. Vous n'avez pas de programmation à faire, il n'y a pas de programmation au niveau du système de GTB, au niveau des régulateurs, etc. En fait, c'est un système qui automatiquement va basculer du débit chaud, débit froid, en fonction du fonctionnement de l'installation, ou comme je le disais, petit débit, petite puissance, grande puissance. Donc ça, de nouveau, c'est des évolutions qu'on a pu amener grâce à cette programmation digitale et cette communication digitale. On va retrouver également ces fonctions-là dans les systèmes changeover par vanne 6 voies. Vous savez, il se fait beaucoup d'installations aujourd'hui avec des plafonds rayonnants qu'on va faire travailler en chaud et en froid. Et on utilise une vanne 6 voies pour assurer le basculement entre le primaire chaud ou le primaire froid pour aller alimenter le panneau. Cette vanne 6 voies, pour ceux qui connaissent, une vanne 6 voies, c'est une vanne quart de tour. C'est un boisseau sphérique, hein, c'est un quart de tour. Alors on sait déjà que pour réguler, on ne peut pas réguler avec un quart de tour, on ne peut pas équilibrer non plus. Mais là, en plus, une vanne 6 voies, ce n'est pas qu'un seul quart de tour, c'est 2 quarts de tour qui travaillent en séquence, plus une zone neutre. Donc en réalité, c'est un quart de tour divisé par 3, ça veut dire que c'est un 12e de tour. Alors bien sûr, il faut oublier de faire une quelconque régulation, un quelconque équilibrage à partir de la vanne 6 voies. On va lui demander qu'une seule chose, c'est d'être capable de basculer sur le chaud ou sur le froid. C'est tout ce qu'on va lui demander. On ne va pas lui demander de régulation ou d'équilibrage. Par contre, la régulation ou l'équilibrage, on va le faire correctement avec une vanne à pression indépendante qui est faite pour ça et son moteur. Et ici, c'est le moteur que vous allez programmer qui va assurer la régulation, bien sûr, et l'équilibrage de ce circuit et qui va demander le basculement sur le chaud ou sur le froid à la vanne 6 voies. Donc, qui va commander le basculement de la vanne 6 voies. Et de nouveau, c'est une programmation que vous allez faire avec votre smartphone. Vous allez programmer le moteur, par exemple, en lui indiquant, tiens, j'ai besoin d'un débit chaud de 95 litres heure, j'ai besoin d'un débit froid de 258 litres heure, et puis vous avez votre signal 0,10 volts que vous envoyez de votre régulateur. Dans cette zone-là, entre 0 et 4,5, vous avez la régulation du débit chaud. Vous avez la zone neutre et ensuite, vous avez la régulation du débit froid de votre panneau. Et dans la zone neutre, vous avez le basculement automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Hein. Le moteur slider va basculer un relais qui va venir commander la vanne 6 voies pour l'amener sur le froid quand vous êtes dans la zone froid ou pour l'amener sur le chaud quand vous êtes sur la zone chaud. Vous avez votre paramétrage qui se fait directement par votre smartphone. Vous pouvez faire le paramétrage sans même que le moteur soit monté, sans même qu'il soit raccordé électriquement. Vous pré-paramétrer vos moteurs avant de les installer sur le site. Donc voilà de nouveau ces évolutions qui, je le répète, n'existaient pas il y a ne serait-ce que quelques mois de ça. Le câblage également va être simplifié puisque du coup, vous n'avez plus qu'à alimenter électriquement le moteur ici de la vanne à pression indépendante, l'alimentation en 24 volts, le signal de commande et le signal de recopie. Et ensuite, vous n'avez rien à faire sur le moteur de la vanne 6 voies. Vous avez juste à plugger un contacteur rapide ici entre les deux, donc il n'y a pas d'erreur de câblage électrique, il n'y a pas de câblage d'alimentation à faire dessus ce moteur. Et c'est bien ce moteur-là qui va venir commander le moteur de la vanne 6 voies. Donc voilà un autre exemple de ces applications de paramétrage digital qui nous permettent de réguler correctement un système de changeover. Également, un autre exemple, c'est, vous savez, dans des cas, dans des grosses installations, vous avez des échangeurs où ils vous demandent des débits de 250 mètres cubes heure, 300 mètres cubes heure. Donc, vous dites, bon, voilà, je dois sélectionner une vanne de régulation pour équiper et pour réguler ce gros débit, une vanne à pression indépendante. Donc là, on parle de DN 200, 250, 300. Donc, c'est des vannes qui sont en petite production, en petite quantité, qui coûtent très cher. C'est des très grosses vannes qui vont peser 250-300 kg donc à installer. Alors plutôt que de faire ça, eh bien, sur certains projets, l'installateur ou le bureau d'études prévoit de mettre plutôt des vannes en séquence. C'est-à-dire plutôt d'installer une grosse vanne, on va installer 2 vannes qui vont travailler en séquence, en parallèle. Alors ça, c'est intéressant. On va dimensionner une des vannes pour 1/3 du débit. La deuxième vanne pour 2/3 du débit, donc on installe 2 plus petites vannes. Alors il y a un peu plus de tuyauterie à faire, mais bon, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel à faire en tuyauterie. On va installer 2 plus petites vannes, mais le gros avantage de ça, c'est qu'on va avoir un comportement de régulation qui est bien meilleur, puisque plutôt que d'avoir une grosse vanne qui va être capable de gérer un débit de 300 mètres cubes heure, mais également de gérer un débit qui va à 10 mètres cubes heure,
donc on lui demande une très grande capacité de régulation. Eh bien ici, on a une vanne qui gère un tiers du débit, et finalement, elle avait sa rangeabilité, mettons de 100, et comme elle contrôle qu'un seul tiers du débit, on va tripler sa rangeabilité. Ça veut dire que pour cette boucle de régulation, on a une rangeabilité de 300, ce qui est le mieux qu'on puisse, enfin pas le mieux, mais ce qui est excellent en termes de contrôle sur l'installation. Et vous voyez la caractéristique à ce moment-là de cet ensemble des deux vannes, c'est le graphe qui est ici à droite. Pour le début d'ouverture, on a un contrôle très fin du débit dans l'échangeur, et ça c'est important. Et ensuite, on va libérer davantage le débit quand la deuxième vanne va commencer à s'ouvrir. Alors le moteur, avec votre smartphone, vous allez programmer le premier moteur pour réagir à un signal 0,10 volts. Ici, il va s'ouvrir progressivement pour 0,10 volts. Et le deuxième moteur, vous allez le paramétrer pour s'ouvrir à partir de 5 volts. Donc, vous allez commencer à ouvrir la deuxième vanne à partir de 5 volts, entre 5 et 10 volts. Au niveau de la régulation, vous n'allez rien changer. Vous avez votre signal de régulation classique, vous n'avez rien à faire. Vous envoyez un 0,10 volts classiquement. Mais par contre, les vannes derrière, le même signal va venir commander en séquence ces deux vannes que vous allez programmer. Et de nouveau, c'est un avantage de cette programmation digitale au niveau des moteurs, de faire ce séquençage. Meilleur contrôle, meilleure qualité de régulation, un investissement achat des vannes qui est plus faible, des coûts d'installation qui également sont réduits parce que manipuler une vanne qui fait 300 kg, c'est quand même une opération importante sur un site. Vous voyez, ça fait partie de ces évolutions qu'il faut considérer sur certains projets. Donc ça, c'était pour un exemple supplémentaire. Un autre exemple de ces évolutions, et ça c'est intéressant, alors là c'est plus dans la partie mise en service ou ou installation de l'installation, mais plutôt sur la partie diagnostic. Eh bien, le smartphone, vous allez pouvoir l'utiliser comme un oscilloscope, comme un picoscope, on appelle ça un picoscope dans ce cas-là. Vous savez, quand vous avez un problème de fonctionnement sur l'installation, eh bien, au niveau du moteur, ça vient souvent du signal de régulation, savoir est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est parasité ou pas. Et on va pouvoir l'analyser. Je vais lancer une vidéo qui est une présentation de notre directeur développement, Jean-Christophe Carrette, qui nous explique cette nouvelle fonctionnalité. Ça dure 2 minutes. C'est en anglais, mais c'est traduit en français. Jean-Christophe parle français, mais là, comme on l'utilise dans de nombreux pays, eh bien, on a réalisé cette vidéo en anglais. Alors, j'espère que vous allez la voir. Je la mets en plein écran. Hello, I would like to share with you one great new feature that we have just developed in the TA Slider actuator and that we have made available through the latest update of the iTunes app. This is the live view of the input signal received by the actuator. Basically, the problem is that on site, more often than not, the 0-10 volt analog lines get subject to electromagnetic interferences, leading to unstable signal received by the actuator. This actuator is then impacted in its ability to control in a stable and accurate way. This is true even when cables are shielded, and this is not easy to determine on site. You would need an oscilloscope and make use of it to analyze in depth the electrical signals. The new feature we have just developed allows you to identify the presence of electromagnetic interferences in just a few taps. Let me show you how it works. You just need to plug in the dongle into the TA Slider actuator and get the iTunes app connected. Then just press on this line to see how the input signal evolves at the inlet of the actuator. You see here a quite unstable entrance and the filtered signal in orange as the actuator is able to bring it down, removing most of the interferences. What we clearly see on this one is continuous interferences that indicates that the input signal lines are subject to induction from different elements in the installation. That could be lighting or that could be high frequency devices around. This is it. It's that easy. For the first time now, an actuator becoming a measuring instrument on its own.
Eric? Eric, on t'entend pas? Bon, Eric, apparemment un petit souci, c'est Jean Olivero qui vous parle. Donc, ce qu'on peut faire, on va passer à la suite. Si Eric ne revient pas, s'il ne peut pas se reconnecter, et s'il se reconnecte d'ici la fin de la matinée, je lui redonnerai la parole pour qu'il puisse, je dirais, finaliser cette première partie, entre guillemets, des vannes de régulation. Donc, je vais prendre la suite temporairement. Hop. Navré pour ce direct, hein. Comme d'habitude, quand il y a un direct, il y a toujours des petites possibilités d'avoir de temps en temps des ennuis, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ok, est-ce que vous m'entendez là Ah, bah c'est Oui. parfait. Eric. Eh ben, je te rends la main alors. Oui, alors je vais Reprends la main. essayer de la reprendre. J'étais effectivement bloqué. Je vais essayer, j'espère que ça va aller. Parfait. On voit la Vous me partie dites si vous PowerPoint. Il voyez faut mon plus écran. qu'en mettre un. D'accord. Plus qu'en écran. Ouais. Parfait, nickel. C'est bon? Oui. Ok, désolé, j'étais bloqué, j'arrivais plus à reprendre la main. Donc ici, voilà, on a vu avec Jean-Christophe cette nouvelle fonctionnalité, je le répète, ce sont des exemples qui nous amènent un plus, et ici dans le diagnostic d'installation avec cette analyse hydraulique, avec sous forme de picoscope, avec votre smartphone simplement, hein, il n'y a rien à faire à particulier, vous devez télécharger l'application qui correspond à ça. Je vais, avant de repasser la parole à Jean, je voudrais parler d'une autre évolution, je disais des vannes qui intègrent un débitmètre ultrason. On lance ce produit actuellement, ce qu'on appelle la TA Smart. Vous voyez ici la vanne de régulation. Vous voyez qu'elle intègre ici un boîtier électronique. Et puis en dessous, on a donc cette technologie ultrason que je vais décrire juste après, avec de nouvelles fonctionnalités ici qui vont être à disposition. Alors ces vannes à débitmètre ultrason, voilà le principe de fonctionnement. Vous avez ici, alors je vais reprendre mon pointeur. Vous avez ici la technologie ultrason. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va générer une onde ultrasonique ici qui va venir se refléter sur ce qu'on appelle un miroir. Et puis ensuite, ça se reflète sur le deuxième miroir et on récupère cette onde. Et on va faire la même chose à l'autre sens ici. Et on va mesurer la différence de temps entre ces deux ondes. Alors on parle de nanosecondes, hein, c'est des technologies de haute précision. Et cette différence de temps, eh bien, ça correspond à la vitesse de circulation du fluide. Connaissant le diamètre intérieur de la vanne, si on a la vitesse, on a le diamètre, et bien on a le débit. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, on a une mesure de débit continue, précise, comme vous l'auriez avec un compteur de calories qui mesure le débit et le delta T. Vous avez une précision qui est tout aussi bonne qu'un compteur de calories, voire même meilleure, puisque on va, quelle que soit la température du fluide, quel que soit l'additif, on va garder ces mêmes précisions de mesure. On a une mesure donc continue de ce débit. On a une sonde de température qui est intégrée dans la vanne, une PT1000 classe AA, c'est ce qui se fait de mieux en termes de précision de mesure de température. Vous avez une deuxième sonde que vous ne voyez pas représentée ici, qu'on va pouvoir accorder sur le tuyau de retour si la vanne a été mise sur le départ ou inversement, je dirais peu importe. Et comme on a une deuxième sonde, ça veut dire qu'on va mesurer le delta T. Eh bien, delta T débit, ça veut dire qu'on a la puissance instantanée consommée et on va pouvoir cumuler cette puissance pour avoir la consommation énergétique du circuit sur lequel cette vanne-là a été installée. Vous avez le boîtier électronique IP54 où on va faire toutes les connectivités, je vais y venir, bus de communication, alimentation. Le câblage au moteur de la vanne ici est fait, vous n'avez rien à faire. Et vous avez ici la partie vanne de régulation. Alors ça, je m'y arrête un petit peu. Ça a été pour nous, et on est spécialisé, Antoine l'a précisé dans l'introduction, on a nos propres services R&D, nos propres fonderies. Toute la fabrication se fait au niveau européen dans nos propres usines. On développe à 100% nos matériels depuis des années, depuis des décennies. Et pourtant, on a dû travailler très fortement pour développer cette vanne de régulation. Pourquoi? Parce que
regardez ici, ce n'est pas une vanne à pression indépendante, il n'y a pas de régulateur de pression différentielle. Au contraire, elle va devoir encaisser toutes les variations de pression et assurer le réglage précis du débit. Donc, on a développé ici ce qu'on appelle un KP équilibré, égal pourcentage, bien sûr, une très forte rangeabilité, on est au-dessus de 125 pour ces vannes-là, parce qu'on a ici une probabilité de contrôle importante et donc on a dû travailler très fortement là-dessus. Donc ça, c'est pour les vannes à petit diamètre. Pour les vannes à plus gros diamètre, les vannes à bride, on va retrouver exactement les mêmes composants, le débitmètre ultrason ici, avec un tour de force de nos équipes R&D avec Jean-Christophe et ses équipes, c'est qu'ils ont réussi à intégrer le débitmètre ultrason dans une dimension de corde vanne à bride standard. Et vous allez voir que c'est intéressant quand on veut faire de la rénovation, de l'évolution de nos réseaux hydrauliques, de pouvoir remplacer des vannes existantes par ces nouvelles technologies. Donc ici, on va retrouver exactement les mêmes composants avec la sonde de température intégrée et tout ce que je vous ai décrit auparavant, mais dans des plus gros diamètres. En termes de communication, eh bien, ces vannes-là, vous allez pouvoir communiquer simplement avec votre smartphone en Bluetooth, il n'y a pas de câblage à faire, ou avec une tablette, et vous allez avoir toutes les informations de débit, température, puissance. Vous allez avoir même des enregistrements, puisqu'on a jusqu'à 13 mois d'enregistrement de fonctionnement de la vanne. Ensuite, vous avez votre signal de commande, le 0,10 volts ou le 0,20 mA ou 4,20 mA, ça c'est le signal de régulation. Les bus de communication, alors soit du BACnet série MSTP ou du BACnet IP, soit du Modbus série RTU ou du Modbus TCP. Et ça, c'est un standard disponible au niveau de ce boîtier et vous allez utiliser le mode qui vous intéresse par rapport à votre projet. Vous avez également la possibilité, de nouveau, Antoine parlait d'objets connectés. Eh bien, cette vanne-là, vous allez pouvoir lui donner une adresse IP et à ce moment-là, vous communiquez avec la vanne à travers une plateforme cloud. Vous avez votre mot de passe et votre identifiant qui est sécurisé, complètement sécurisé, et vous avez accès aux données de la vanne et au paramétrage de la vanne à partir d'une plateforme ici, indépendamment du système de GTB. Donc ça peut être intéressant, soit pour de la mise en service, soit pour du suivi énergétique ou du diagnostic de réseau. De façon indépendante, vous pouvez faire un suivi de votre installation. Et également, on a prévu une communication entre les vannes elles-mêmes, donc en fait de créer un réseau entre les vannes d'une même installation, ce qui veut dire qu'en ayant toute la communication entre toutes les vannes, vous avez toutes les informations du comportement hydraulique, vous avez une capacité de faire une cartographie hydraulique de votre réseau et de faire notamment du diagnostic hydraulique de votre installation. Donc voilà toutes les capacités de communication, vous voyez, qui sont très importantes sur ce genre de matériel. Je vais terminer par ça sur la partie donc installation. Vous voyez la facilité d'installation, hein, c'est une vanne compacte puisqu'on a développé une vanne spécifique pour cette application. Vous n'avez pas de longueur droite à assurer en amont ou en aval pour les petites vannes jusqu'au DN50. Vous n'avez pas de contrainte, vous pouvez très bien avoir un coude directement à côté. On a mis un stabilisateur de flux de façon à ne pas affecter la précision, la haute précision de mesure du débit. Et puis également, comme je le précisais auparavant, les vannes à bride qui ont un encombrement standard. Alors ça, c'est intéressant et je vais finir par ça sur un exemple de projet sur lequel on travaille actuellement, une rénovation d'un site industriel. C'est un gros site où il est décidé d'avoir une action pour réduire les consommations d'énergie. Et l'action principale va consister à convertir le réseau qui travaille actuellement à débit constant, de le faire passer à débit variable. Alors, vous avez un schéma ici, peut-être qui ne vous paraît pas très lisible, mais vous allez voir, je vais vous le décrire et vous allez vite retrouver ce à quoi ça correspond. Vous avez la photo d'une vanne d'équilibrage ici, une STF à bride. Cette vanne-là, on la retrouve ici sur le schéma. Et si vous observez bien, elle est sur le retour de cette bouteille casse-pression ici, sur le retour qui repart sur la tuyauterie principale. Donc ici, on a affaire à une sous-station avec bouteille casse-pression, un équilibrage qui a été fait par vanne d'équilibrage, et l'équilibrage est très très bien fait sur ce site. Chaque sous-station est équilibrée. Il y a pratiquement une centaine de sous-stations de ce type-là sur ce site. C'est un gros site industriel. Et de l'autre côté de la bouteille, eh bien, on part avec une vanne 3 voies ici, une pompe et on vient alimenter la CTA et on fait la régulation des températures par action sur la vanne 3 voies, remélange de température de retour avec la température de départ pour faire la température souhaitée sur la CTA. Donc voilà, ça c'est le montage initial. Eh bien, l'idée ici, c'est de faire évoluer ce montage de débit constant, on est bien à débit constant, hein, côté primaire, puisqu'on a une bouteille casse-pression ici, de le faire évoluer en débit variable. Et pour ça,
eh bien, on va changer, démonter la vanne d'équilibrage, la remplacer donc par cette nouvelle technologie de vanne TA Smart ici, même encombrement, donc pas de tuyauterie à faire. On la remplace et on va maintenant réguler la température secondaire par rapport à l'ouverture de cette vanne 2 voies de régulation qui va travailler en injection sur la bouteille. En fait, on n'utilise plus la vanne 3 voies. La vanne 3 voies sur le circuit, eh bien maintenant, on va l'ouvrir complètement, elle restera ouverte, on pourrait même la démonter, hein, mais en fait, ici, on va la laisser complètement ouverte, simplement, et on utilise la vanne 2 voies pour travailler en injection, on refabrique une vanne 3 voies à partir d'une vanne 2 voies et de la bouteille casse pression. Et ici, dans ce fonctionnement-là, vous voyez qu'on a une vanne 2 voies côté primaire, donc on est passé à débit variable côté primaire. Débit variable, ça veut dire qu'on va diminuer les coûts de pompage. Et sur le froid, les coûts de pompage représentent de 10 à 15% de la consommation énergétique de l'installation. On va optimiser les températures de retour. Alors, quand on est en chaud, eh bien, on va diminuer les températures de retour. C'est favorable aux chaudières en condensation, le rendement. Ça, tout le monde a ça en tête. Mais sur le groupe de froid, c'est également extrêmement important. Si vous optimisez la température de retour, vous augmentez les rendements des groupes de froid et on considère qu'on peut augmenter le rendement de 15 à 20% sur les groupes de froid. Vous imaginez sur une production de froid d'un groupe d'une installation industrielle, ce que ça peut représenter comme facture d'augmenter les rendements de 15 à 20%. Donc l'impact va être important. On aurait pu mettre une vanne à pression indépendante style modulator. Ici, ils ont souhaité utiliser ces nouvelles technologies de vanne TA Smart parce qu'ils vont avoir du coup un comptage d'énergie et un suivi énergétique avec les sondes de température ici dans la vanne et la température sur le retour et le débit mesuré en permanence plus un bus de communication dans ce cas-là qui va être du mode bus série sur cette installation. Donc voilà un exemple que je voulais vous donner de ces évolutions technologiques, évolution digitale au niveau des vannes de régulation qui nous amènent d'autres fonctions et surtout une optimisation du réseau. Je vais passer maintenant la parole à Jean pour la partie maintien de pression. Merci Eric. Donc rebonjour à toutes et à tous. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Parfait, très bien, j'avais un doute. Merci beaucoup. Bien, eh ben, en fait, nous allons donc parler de la communication toujours, mais cette fois au service des systèmes d'expansion, donc des maintiens de pression, plus maman nommés. Donc, nous avons, hop, juste oublier le pointeur. Voilà, nous sommes prêts. Donc, depuis 2005, IMI Pneumatex a un protocole pour communiquer entre les diverses brain cubes que nous avons. Donc, on va expliquer ce que c'est une brain cube. C'est une commande, entre guillemets, du système d'expansion. Et ce protocole interne nous permet de réaliser ce qu'on appelle le master slave. On va développer ça tout à fait. En 2015, nous avons pu intégrer avec la partie BrainCube Connect la partie Modbus. La partie Modbus, on en a discuté un tout petit peu tout à l'heure. Il existe aussi la partie BACnet et KNX qui sont également possibles, mais via des adaptateurs standardisés. Et puis en dernier lieu, nous avons cette possibilité de communiquer par site Ethernet, donc par le Ethernet, sur un site web que nous avons où nous pouvons visualiser les fonctionnements en live de nos systèmes d'expansion, entre autres. Pour tout ce que je vais discuter dans ce webinaire, c'est un document qui regroupera tous les éléments dont nous allons parler, aussi bien Ethernet que Modbus que MasterSlave. C'est dans ce document qui peut être téléchargeable sous cette adresse que vous trouvez sur notre site internet. C'est le document de mise en service, de mise en œuvre des systèmes d'expansion et de dégazage. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un système d'expansion? Pour bien reprendre les mêmes termes entre vous et nous. Un système d'expansion Pneumatex, c'est composé d'un vanne d'expansion. Là-dessus, nous sommes, je pense, tous d'accord. Et nous avons une TechBox. TechBox, c'est ce système-là qui va être composé de pompes ou de compresseurs en fonction de son maintien de pression par pompe ou un maintien de pression par compresseur. Possibilité d'avoir aussi un dégazage au vide intérieur et un appoint d'eau. Et puis la BrainCube, ce que je viens de donner tout à l'heure, c'est en fait l'élément intelligent qu'on va voir ici au sommet de la TechBox qui va pouvoir nous donner des informations et communiquer avec divers éléments comme une autre BrainCube pour MasterSlave ou le Modbus pour une GTB ou tout simplement Ethernet
pour notre site Internet. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole master-slave et à quoi ça sert? La première fonctionnalité qu'on a pu trouver, c'est la redondance. Redondance, c'est que lorsque nous avons un site sensible, ce qui peut être un hôpital, on voit un exemple ici, l'hôpital de Sarreguemines dans le 57, où pour avoir une redondance totale, nous avons pris deux systèmes d'expansion totalement identiques, hormis les vases, mais au niveau de la textbox pour la partie puissance. J'ai une chaufferie, mettons, de 10 MW. Je vais faire en sorte que chaque module, donc chaque textbox, est capable de prendre 10 MW un coup. C'est juste une sécurité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une sécurité. Voilà le premier fait et qui semble tout à fait important à avoir dans un parti master-slave. La deuxième possibilité, c'est la répartition. La répartition, on sera par exemple au CRM à Mulhouse, où nous avons plusieurs textbox possibles et la somme des textbox fait 100% de la puissance. On va répartir de telle façon à avoir des pupitres moins gros. Donc, éviter de prendre l'appareil le plus énorme, qui sera peut-être plus cher, ou tout simplement une question de place, de répartir un petit peu les éléments. Nous avons aussi la possibilité d'avoir le protocole en master-slave qu'on appelle le changeover. Eric en a parlé tout à l'heure pour les 26 voies. Et là, nous avons un site qui s'appelle Agora Strasbourg, entre autres, où nous avons effectivement des 26 voies qui vont être ici, et nous avons un circuit froid et un circuit chaud, bien sûr. Et de temps en temps, il faut savoir que naturellement, le froid, le circuit froid, donc l'expansion froide, va migrer naturellement, l'eau va migrer naturellement vers le chaud. Alors, la solution qui existait autrefois, c'est de dire, je vais enlever de l'eau du circuit chaud et je vais remettre manuellement du circuit froid. Le but, c'est que les systèmes d'expansion communiquent l'un vers l'autre et avec une vanne motorisée de voie, on redéverse cette eau dans le circuit froid. Alors, ce n'est pas un gros volume, mais ça évite de réinjecter en permanence de l'oxygène et vous savez pertinemment qu'un van d'expansion ou un système à l'air libre est un élément qui peut produire de la corrosion. Et le but, c'est d'avoir un système totalement hermétique. Un système hermétique avec de l'eau qu'on transfère d'un réseau à l'autre, vous ne rajoutez pas d'oxygène. Le dernier cas que nous avons parlé, c'est le système IO, qu'on appelle isolé ouvert, où on peut avoir des réseaux interconnectés. Un exemple, nous avons au Cuny-Schmidt à Célestat, dans l'Alsace, donc le Bas-Rhin, on a une chaufferie gaz d'un côté, et de l'autre côté, on a une chaufferie bois. Et de temps en temps, ils interconnectent les réseaux, comme si c'était un chauffage urbain, par exemple, pour que la chaufferie bois puisse chauffer l'élément de la première usine, ou inversement, compléter pour l'usine numéro 2. Donc, c'est deux systèmes qui sont totalement, je dirais, indépendants, et qui peuvent de temps en temps fonctionner de façon maître et esclave, à ce moment-là, pour pouvoir compléter le système d'expansion qui est existant. C'est des éléments comme ça qui nous permettent, de ces 4 cas, de pouvoir dialoguer entre une BrainCube et une autre pour faire en sorte que l'efficacité de l'installation soit respectée. Sans ce maître-esclave, vous ne pourriez pas avoir d'expansion qui fonctionne correctement. Et d'origine, ces systèmes sont inclus dans la BrainCube. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, c'est depuis standard. On peut aussi visualiser, donc deuxième protocole, partie Modbus, pareil, je vous dis par interface, on peut prendre BACnet ou KNX, on peut visualiser le niveau et la pression. Voilà un extrait de la table d'échange où on voit l'adresse 4, l'adresse 5 qui nous permet de respectivement voir la pression et le niveau d'eau. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont possibles. La table est assez grande. On peut aussi contrôler donc l'appoint d'eau, regarder l'appoint d'eau, voir ce qu'il y a comme débit d'appoint, enfin plutôt quantité d'appoint. On a des alertes donc qui vont nous dire qu'on a un souci sur l'installation ou un souci dans le système d'expansion. On a la possibilité de savoir l'état de fonctionnement des appareils, du style un compresseur est en marche, un compresseur s'est arrêté, la pompe, l'électrovanne, le dégazage. On sait exactement quels sont les appareils électriques qui fonctionnent en marche ou qui sont à l'arrêt. Et puis après, il nous reste les paramètres des données. Donc, c'est des paramètres fixes qu'on a rentrés dans la partie BrainCube que l'on peut modifier. Et à nouveau, on aura les nouvelles informations par rapport au protocole Modbus. Le protocole Ethernet étant le dernier, nous avons un cas avec donc la société RCUE qui m'a permis de pouvoir accéder sur le site internet parce que c'est un code qui montre. Et RCUE est spécialisé dans les réseaux de chaleur de la région Est de la France. Là-bas, nous avons un Transfero Connect et grâce à ça, ce système-là peut communiquer des informations via un routeur et un cloud et nos sites internet. On peut également le voir à distance via un smartphone et pouvoir connecter, pas une application, mais directement ce site internet pour visualiser à distance aussi bien la BrainCube
que ce qui se passera dans la chaufferie par les informations qui seront redonnées. Nous allons aller donc sur le site ensemble. Vous devez voir mon écran normalement. Et donc là, je suis en direct sur le site donc, de Saint-Louis où on peut voir à distance ce qui se passe. Alors, je ne vais en aucun cas modifier quoi que ce soit, bien que ce serait possible, puisque j'ai toute leur confiance là-dessus, mais je ne vais pas en abuser. Voilà ce que l'on voit. Alors là, c'est un élément qui est figé pour l'instant, mais on peut voir en permanence la pression qui est, le pourcentage d'eau dans les vases, les dernières alarmes qui étaient, et voir après, si je voulais rentrer dedans, je pourrais activer, désactiver une pompe, faire des essais ou acquitter des alarmes, ce qui ne sera pas le cas actuellement. On peut voir en instantané ce qu'il se passe. Vous voyez ici la pression, si elle est stable ou le volume est stable, bouge. Et on voit les éléments comme la pompe, la vanne 1, la vanne 3 qui sont en fonctionnement, qui s'ouvrent, qui se ferment. Toujours les alarmes et l'élément. On retrouve les pressions qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez en temps réel et vous pouvez avoir une interaction avec ce système d'expansion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a surtout une analyse qu'on peut faire. Une analyse, c'est un élément qui va vous reprendre en, je dirais, sur une période assez longue. On le voit ici, vous voyez, depuis 2019 jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé au niveau des pressions et des volumes. Alors là, j'ai sur 24 mars au 21 avril, mais je peux très bien faire un petit, je dirais, visualisation sur ce qui est actuellement. Et on voit ici en orange la partie pression et en bleu qui est la partie niveau d'eau. Niveau d'eau, vous l'avez exprimé ici en pourcentage, ici, entre 0 et 100% de niveau d'eau dans le vase d'expansion. Et à gauche, vous avez la pression entre 0 et 3 bars. Et on voit un petit peu une régulation de la pression qui est normale, qui est une variation, puisque en général, un système d'expansion va varier à plus ou moins 0,2 bar avec un maintien de pression par pompe et plus ou moins 0,1 bar avec un système par compresseur. Le temps qu'il puisse se charger correctement, parce que ça lui demande quelques instants. Vous avez aussi la partie basse, les alarmes qui seront données au fur et à mesure de l'installation, qui ne sont pas des alarmes forcément un défaut majeur, mais une information de dire que peut-être j'ai un appoint d'eau qui a été trop long, peut-être que j'ai une pression qui est trop basse parce que j'ai une installation. Voilà ce qui se passe. Voilà, on est arrivé. On voit très bien ici que le niveau d'eau est plutôt stable. On le voit à chaque point. Vous voyez que je descends 48,27, 49. Je descends le niveau d'eau et là, on constate qu'il y a une légère fuite. Pas énorme, parce que oui, entre le 12 décembre et le 9 janvier, j'ai perdu à peu près, on va dire, allez, une dizaine de pourcents. De vase de 3000 litres, ça fait 6000 litres, 10%, j'ai perdu 600 litres. Donc, il y a une légère fuite. Elle n'est pas énorme, mais elle existe. Donc, c'est quand même bon de savoir, de se rendre compte que par ce biais-là, on peut interpréter des informations et faire un correctif. C'est très important d'avoir des informations, mais ces informations ne servent à rien si on ne les traduit pas, on ne les exploite pas. Et c'est notre job de vous aider à vous donner pourquoi il y a ça, quelle est l'incidence et comment y remédier. Voilà ce qu'on peut vous apporter comme service. Je vais maintenant rendre la main à Eric pour la conclusion. Très bien, j'espère que de nouveau, vous pouvez voir mon écran. On voit ton écran. Ok, très bien. Merci Jean sur la partie maintien de pression et toute la partie communication, donc de gestion de cascade finalement de maintien de pression. Ici, donc, voilà, en conclusion, ces nouvelles fonctionnalités, cette communication digitale, elles vont amener des fonctions au niveau de ce qu'on appelle l'équilibrage digital. C'est-à-dire que je suis capable de régler un débit à travers le réglage d'un moteur sur une vanne à pression indépendante, avec notamment cette possibilité, et ça, c'était des fonctions qu'on n'avait pas auparavant, d'avoir un double débit. Donc, je l'ai dit, débit chaud, débit froid, petite puissance, grande puissance, et donc de savoir adapter l'installation au mode de fonctionnement que je souhaite avoir. On a vu les systèmes changeover à 26 voies. J'insiste un petit peu là-dessus, c'est assez étrange de voir que tout d'un coup, parce qu'on utilise des vannes 6 voies,
on ne demanderait pas les mêmes performances de régulation que ce qu'on a demandé auparavant sur un ventiloconvecteur, sur les évolutions. Donc, on utilise des vannes à pression indépendante, caractérisées, etc. Et puis, tout d'un coup, on utilise des vannes 6 voies sur une vanne quart de tour et on essaie de lui faire de la régulation de l'équilibrage. Évidemment, on peut oublier. Donc, ça, on va faire évoluer ces systèmes-là en utilisant donc une vanne à pression indépendante, cet paramétrage digital du moteur. Ces nouvelles technologies de vannes également qui permettent de faire de la mesure de puissance, et on le sait aujourd'hui avec l'objectif de réduction des consommations d'énergie. Eh bien, pour réduire les consommations d'énergie, on doit avoir la conscience de ce que l'on consomme, on doit le mesurer et on doit regarder finalement les actions que l'on met en place, par exemple convertir en débit variable un réseau, quel est l'impact réel sur ma consommation d'énergie. On a une obligation de résultat. Finalement, on est en train de passer d'une obligation de moyen à une obligation de résultat. Et le résultat, on doit le mesurer et être capable de l'enregistrer et de l'analyser. Donc ça, c'est l'objet de ces nouvelles technologies de vannes qu'on appelle TA Smart. Et puis, comme décrit par Jean, donc au niveau des maintiens de pression, et Dieu sait que maintien de pression de qualité sur une installation, c'est de haute importance. Si on n'a pas ça, on peut oublier tout le reste, parce que ça veut dire que l'installation, on a des phénomènes d'entrée d'air, de phénomènes d'oxygénation, de corrosion sur l'installation, et on a évidemment une installation qui se détériore très rapidement. Et bien, cette capacité de communiquer entre les maintiens de pression et d'aller également visualiser sur une plateforme pour aller visualiser les maintiens de pression. Donc voilà, ici les exemples qu'on voulait vous donner, qui sont un aperçu, et il y a beaucoup de choses, il y a d'autres éléments dont on pourrait discuter, décrire, et d'autres choses qui vont évoluer, on peut dire, dans les prochains mois et les prochaines années. Merci bien de votre attention. On va venir à la session de questions-réponses. Pour information par rapport à ce sujet, on a mis à votre disposition, Vanessa a mis à votre disposition des brochures que vous pouvez télécharger, par exemple sur ces solutions de changeover. Il y a un article technique également qui est passé dans le CFP, dernier CFP, sur ce sujet-là, comment optimiser les systèmes changeover. Vous avez une documentation concernant cette nouvelle technologie de vanne TA Smart et également le document que vous a présenté Jean très rapidement sur l'aspect connectivité des maintiens de pression. Donc, vous avez ces documents qui sont à disposition. C'est des exemples de documents qui sont à votre disposition. Il y en a bien d'autres. Prochain webinaire, j'espère qu'on aura le plaisir d'avoir votre présence le jeudi 20 mai, où on va aborder justement cette partie expansion, problématique de présence d'air et de boue, et bien sûr, quelles solutions on peut amener pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça, c'est le prochain webinaire, le 20 mai à 11h. Merci encore de votre attention, et puis maintenant, on peut répondre à une partie des questions, mais si on ne veut pas abuser de votre temps. Donc Antoine, Ouais. je ne sais pas si on a des questions. Oui, merci. Oui. Donc, je passe aux questions. Alors là, voilà. Donc, la première, donc c'est concernant le TA dongle, j'imagine. C'est par rapport au réglage de débit via le moteur. Donc, qu'advient-il du signal de régulation 0,10 volts? Donc, lorsqu'on règle le débit directement sur le moteur, finalement, qu'est-ce qu'il advient du signal de régulation? Ah oui, ça c'est évidemment un point important. Donc, effectivement, quand vous faites un réglage, vous arrivez sur un moteur, vous dites, tiens, cette vanne-là, je souhaite avoir un débit, par exemple, de 500 litres/heure. Et à ce moment-là, le moteur va directement calculer quelle doit être la position de la vanne correspondant à 500 litres/heure. Et par exemple, ça va être une course de 2,8 mm. D'accord? Donc, ça, c'est la course maintenant de régulation pour votre installation. Le signal 0,10 volts, automatiquement, vous n'avez rien à faire, hein, il va être réadapté à cette nouvelle course, donc de 2,8 mm. Automatiquement, votre 0,10 volts va être adapté à cette course nominale, puisque c'est votre nouvelle course, qui va de 0 à 2,8. D'ailleurs, notez bien que ça serait exactement la même chose si vous faisiez votre réglage, non pas via le moteur, mais si vous le faites, on va dire de façon classique, mécaniquement. Et vous savez, vous avez un réglage sur la vanne avec une clé spéciale ou la molette, vous la tournez pour avoir le bon débit nominal. Eh bien, quand vous faites ce réglage-là, ça modifie la course de vanne. Eh bien, le moteur, le TA Slider, quand vous allez le brancher, il va faire une reconnaissance de course et il va les détecter qu'en fait, c'est 2,8 mm et de nouveau, il va réadapter votre signal 0,10 volts. C'est-à-dire que vous gardez la qualité de régulation indépendamment du réglage qui a été fait sur la vanne. J'espère que j'ai répondu correctement à cette première question.
Oui, je pense que ta réponse était assez complète, oui. Donc, on peut régler physiquement sur la vanne via le moteur également. Et dans tous les cas, le moteur va reconnaître le réglage, la course qui est C'est ça, réglée sur la vanne. OK, exactement ça. Oui, oui. merci beaucoup. Alors, la question suivante. Est-ce que tu peux réexpliquer l'intérêt d'utiliser deux vannes en cascade? Apparemment, c'est pas très clair. Alors voilà, ce que je disais, c'est que on va parler plutôt des installations, des grosses installations, hein. On est sur du réseau industriel, des réseaux urbains de distribution, et on a des très grosses puissances. Et là, vous avez des vannes, on vous demande des vannes pour des débits de, je sais pas moi, 270 mètres cubes heure, 300 mètres cubes heure. Dernièrement, là, encore hier, il y avait un dossier sur lequel on va travailler, 400 mètres cubes heure, plus de 400 mètres cubes heure. Bon, ok. Donc là, si vous regardez les vannes qu'il faudrait installer, il faudrait installer une vanne en DN250, en DN300. Si en plus vous souhaitez avoir une vanne dite à pression indépendante, donc c'est une vanne qui intègre un régulateur de pression, c'est une grosse technologie, hein, on peut appeler ça, et c'est des vannes qui vont peser 250 kg, 300 kg, 350 kg à installer. Et en plus de ça, plus la contrainte, on va dire, d'installation, alors coût d'achat de matériel, installation, et en termes de régulation, eh bien, cette vanne qui doit régler 400 mètres cubes heure, on va lui demander de régler également 10 mètres cubes heure, d'accord? Elle doit être capable de régler entre 0 et 100%. Donc, c'est quand même des grosses contraintes. Alors, pour de faire ça, on va diviser le débit et on va le diviser sur deux vannes qui vont travailler en séquence. Généralement, on va faire un tiers du débit et deux tiers du débit. Et donc, on a la première vanne, la plus petite, eh bien, qui va être capable de gérer toute la partie petit débit de cet échangeur et qui va avoir la meilleure précision possible pour régler ce petit débit. Et ensuite, automatiquement, la deuxième vanne viendra s'ouvrir avec la programmation. Je vous avais montré sur le slide. Vous allez programmer un moteur de 0 à 10 volts et l'autre de 5 à 10 volts et vous aurez votre cascade d'ouverture des vannes. Vous n'avez rien à faire de particulier, hein. Et donc, c'est tout l'avantage. Des coûts d'achat de matériel qui sont moindres, installation quand même plus facile, et puis également une régulation qui sera de bien meilleure qualité. Voilà, j'espère que j'ai de nouveau clarifié si ce n'était pas clair, et puis on pourra y revenir si jamais quelqu'un avait un projet particulier dans ce sens-là. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez découvrir comment ça fonctionne en pratique et quels sont les intérêts par rapport à votre projet. Question suivante, du coup, est-il possible de remplacer toutes les vannes 3 voies par des vannes 2 voies? Alors, pas totalement, pas totalement. Il y a beaucoup d'installations où effectivement, alors, vous savez, je vais dire en France parce que c'est le cas. En France, on a beaucoup utilisé le débit constant pendant de nombreuses années. Débit constant, ben, c'est l'avantage, on va dire, d'être simple, c'est-à-dire qu'en permanence, vous consommez 100% du débit sur votre installation. Or, il n'y a pas de variation de pression. D'accord. Donc, c'est plus facile pour calculer vos vannes de régulation. Il n'y a pas de changement. Vous n'avez pas de régulateur de pression différentielle à mettre en place, etc. etc. Mais évidemment, ça a des gros inconvénients qui sont les consommations d'énergie sont beaucoup plus importantes que sur une installation dite à débit variable. Donc, l'idée, de plus en plus, c'est d'utiliser de la vanne 2 voies de régulation. Et il y a beaucoup de réseaux sur lesquels on va pouvoir remplacer les vannes 3 voies par des vannes 2 voies. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un circuit en injection. On a un bypass et la vanne 2 voies travaille en injection sur ce bypass. On refait le comportement de la vanne 3 voies par rapport à la vanne. On refait le comportement de la vanne 3 voies en utilisant une vanne 2 voies de régulation. Donc ça, on va pouvoir le faire dans beaucoup de réseaux. Par contre, pour faire ça, il vous faut une pompe primaire. Bien sûr, il faut une pompe primaire qui pousse sur les vannes de voie. Et ensuite, de l'autre côté de votre bypass, vous avez une pompe secondaire. Si vous n'avez pas de pompe primaire, alors soit vous envisagez d'en mettre une pour convertir votre réseau, ou si ce n'est pas le cas parce que vous n'avez uniquement que 2 ou 3 sous-stations avec des vannes 3 voies, ça ne vaudra pas le coup. Et là, on ne va pas convertir le circuit parce que finalement, l'investissement ne vaut pas la chandelle. Donc, en majorité des cas, oui, mais il y a des cas où non, on va conserver les vannes 3 voies parce que le réseau hydraulique ne permet pas de faire une conversion en vanne 2 voies. D'accord. Oui. Donc, bon, bah, après, il y a certainement des choix à faire selon différents critères, selon votre projet. On peut vous assister là-dessus, n'hésitez pas. Merci Eric. Donc, je passe à la question suivante. Est-ce que la vanne TS Smart
intégrant un débitmètre à ultrasons et sensible à l'encrassement. Et est-ce qu'un étalonnage est à prévoir? Alors, d'abord, la technologie ultrason, en fait, on a testé plusieurs technologies de mesure précise du débit en continu, et c'est en fait celle qui est la plus fiable dans le temps, et d'ailleurs qui est utilisée sur les compteurs de calories, en fait, dans beaucoup de domaines, parce que c'est une technologie qui est plutôt fiable. Alors, en termes d'encrassement, on a mené, et c'est un projet que l'on mène déjà depuis plusieurs années hein, pour développer ces technologies et l'intégrer dans une vanne. On n'a pas acheté un débitmètre ultrason pour le raccorder sur notre van. En fait, on a vraiment développé complètement cette technologie et pendant le développement, on a fait beaucoup de tests. C'est des milliers d'heures de tests de comportement du débitmètre ultrason pour garantir la bonne précision, quel que soit le fluide, la température du fluide, quel que soit le pourcentage de glycol à l'intérieur du glycol quand on a un additif, et également en fonction de l'encrassement, c'est-à-dire les impuretés. Et on sait très bien qu'on n'a pas affaire à de l'eau de laboratoire hein, quand on est sur un chantier. Et donc, on a fait tous ces tests-là dans le temps où on injecte volontairement, pour le coup, on injecte volontairement de la boue, des particules dans l'installation et on regarde le comportement. Alors, on n'a pas détecté d'impact au niveau de la mesure, de la pression de mesure. Bien sûr, si on arrive à un état de fait où c'est rempli de boue, il n'y a plus d'eau, il n'y a que de la boue dans la vanne, on est d'accord, hein, on ne mesure plus rien, mais de toute façon, la vanne ne fonctionne pas non plus. Hein, donc ça, on est d'accord. Mais tant qu'on est dans de l'encrassement, on va dire, classique, on n'a pas pu noter d'impact. Et d'ailleurs, sur les miroirs, ce n'est pas à ce niveau-là que se fait le dépôt, puisque là, on est plutôt sur des vitesses qui sont importantes. Donc, on n'a pas noté de problématiques liées à la mauvaise qualité de l'eau. On garde toujours les mêmes précisions. Pour l'étalonnage, bien sûr, toutes les vannes qui sortent d'usine sont testées individuellement et étalonnées individuellement. On est obligé de le faire parce que, vous savez, en fabrication, vous avez des tolérances de fabrication, même si on parle de quelques dixièmes, des fois millièmes de millimètre de tolérance, par exemple la position du miroir, mais vous ne pouvez pas garantir que ça sera toujours la même position ou la même hauteur, et etc. Vous avez une certaine tolérance et vous devez donc faire une calibration de chacune des vannes. Et la vanne est calibrée individuellement et livrée avec son calibrage. Par contre, ensuite, en utilisation, il n'y a pas de calibrage à faire puisque mécaniquement, la vanne, elle ne bouge plus. Hein, le débitmètre de toute façon, il est ce qu'il est et il n'y a pas de calibrage à faire ensuite dans le temps, comme on pourrait le faire sur un compteur. Mais les compteurs, c'est en fait la certification qui demande ça. C'est pas qu'ils auraient besoin plus particulièrement d'avoir une calibration, mais il y a une certification qui demande ça. Sur ces vannes-là, non, il n'y a pas besoin de faire une calibration une fois qu'elles sont installées. D'accord. Donc, peu sensible à l'encrassement finalement, tant que le fluide est de l'eau et non du mazout. C'est ça, tu peux dire ça comme ça. Ouais. Et puis, ok, pas d'étalonnage nécessaire. Merci Eric. C'est ça. Je continue donc sur les vannes de régulation. Pour les vannes de régulation avec compteur à ultrasons utilisées pour de l'eau glacée, avez-vous prévu un système d'isolation? Alors on a les, oui. On a ce qu'on appelle les, oui, on a ce qu'on appelle les. Alors nous, ce que l'on prévoit sur nos matériels, alors que ce soit la vanne d'équilibrage classique, hein, que vous connaissez probablement, STAD, STF, que ce soit les vannes à pression indépendante, Compact P, Modulator, jusqu'au DN 150. En fait, vous avez pour certains diamètres, alors ça n'existe pas pour tous les diamètres parce qu'à un moment donné, les coquilles deviennent trop grosses pour être installées, mais on met à disposition des coquilles calorifuges et donc qui existent également pour la TA Smart. Donc voilà, ça c'est disponible. Et sachant également que bien souvent, d'ailleurs, ces coquilles ne sont pas utilisées. Il y a un calorifugage qui est fait par la société de calorifugage. Mais on a pris en compte dans la conception de la vanne, que la vanne puisse être calorifugée correctement sans bien sûr venir interférer sur l'axe du moteur ou sur les points d'accès que l'on a sur la vanne. Donc on tient compte de ça pour pouvoir, quand on a fait la conception de la vanne, donc voilà, coquille calorifuge ou alors le calorifugage classique qui est fait dans la majorité des cas sur les installations. Ok, parfait, donc ça c'est possible. Ensuite, avec la vanne TA Smart, alors doit-on faire une VCI pour la facturation? Alors,
La facturation. La facturation, ici, pour pouvoir faire de la facturation, on doit avoir ce qu'on appelle la vanne qui est certifiée MID, Measuring Instrument Directive. En fait, non, la TA Smart n'est pas certifiée pour faire du comptage d'énergie qui va être refacturée. D'accord? Donc, soyons très clairs là-dessus, même si pour autant, les mesures que vous allez faire sur cette vanne-là sont de qualité et de précision équivalentes à ce qu'on demande dans cette certification MID. Donc, les mesures sont de qualité, mais le produit par lui-même, à ce jour, on verra. Hein, là, on commence par lancer le produit et puis dans quelques temps, on verra si on applique cette certification qui est extrêmement contraignante, hein, qui rajoute un coût supplémentaire sur le produit qui est assez important, plus des coûts mis en service, puisque si vous êtes certifié pour pouvoir faire du comptage avec refacturation, effectivement, vous devez avoir un document de mise en service par une société qui est agréée. Donc, c'est ce document VCI dont on fait référence ici, qui a un coût d'ailleurs, hein, puisque chaque vanne, vous allez être facturé pour ça, plus un étalonnage qui est à faire dans le temps. Donc, en fait, c'est un coût supplémentaire sur le matériel, sur la mise en service de l'installation qui est important. Si vous avez à faire de la facturation, vous êtes obligé de le faire, d'accord? Et là, vous n'allez pas utiliser la TA Smart. Si vous n'avez pas à faire de facturation, à ce moment-là, eh bien, vous allez utiliser la TA Smart et sans toute cette procédure, et vous n'avez pas besoin de ce document VCI de mise en service. Pour autant, eh bien, nous, on va vous guider sur la partie mise en service qui est relativement simple, hein, mais enfin, on pourra vous appuyer là-dessus. D'accord, donc beaucoup de contraintes associées à cette facturation. Et on peut s'affranchir de ces contraintes avec les mêmes performances donc, sur la TA Smart. Et puis, donc pour finir, concernant les maintiens de pression, l'expansion, quelles sont les alarmes disponibles pour les maintiens de pression? Est-ce qu'un appoint d'eau excessif, une fuite peut être détectée? Alors, je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu à cette question, mais est-ce que Jean, tu peux rappeler un peu le sujet? Oui, Antoine. Oui. Tout à fait. Effectivement, il y a des alarmes disponibles. Hein. On a à peu près un peu plus de 50 alarmes disponibles qui vont être dans les plus importantes. Ça va être la pression basse, la pression haute, par exemple, niveau bas, niveau haut, ou une pompe qui ne fonctionne plus, donc qui est en panne. Par exemple, des choses qui sont très importantes pour l'installation et l'expansion ne pouvant pas fonctionner correctement. Voilà. Par rapport à l'appoint d'eau, l'appoint d'eau, on peut le voir de deux manières. Soit vous avez une information du volume d'eau qui est écoulé et vous regardez de façon, je dirais, cyclique, ou alors tout simplement, vous le voyez par rapport au graphe et qui vous dit, bah voilà, j'ai une chute d'eau en l'espace de 10 jours de temps de litre, de temps de pourcentage dans le vase, ou alors carrément une chute brutale du jour au lendemain, par exemple. Voilà. Donc effectivement, il est possible de voir ça et c'est toujours une interprétation. Et je redis un petit peu et j'accentue, je martèle dessus, les données c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on les interprète? Et là, vous pouvez compter sur nous aussi bien pour la partie équilibrage que pour la partie expansion, de pouvoir vous aider à interpréter les données que vous aurez. Donc, on peut mesurer les pertes d'eau, les ajouts d'eau, la pression, le volume, et donc ces données sont facilement interprétables derrière. N'hésitez pas à nous consulter là-dessus. Voilà, donc j'ai fait le tour des questions. Merci à vous. Et puis merci à nos participants, merci à tous nos spectateurs. Et donc on se donne rendez-vous maintenant le 20 mai, c'est ça, pour le prochain webinaire concernant l'expansion, les bouts, l'air, dans le CVC. Voilà. Merci à tous. Très bien. Si vous avez quelque chose à rajouter. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À Belle très bientôt. journée. Merci. Très bonne Merci, journée. au revoir.